Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette heure, on va voir quelle est la possibilité de faire de la virtualisation en passant de VMware WebSphere to OpenShift Virtualization. Dans cette meeting, je vous ferai le point sur la situation du training, mais il y aura Cynthia de Fastlane qui vous indiquera quelles sont les méthodes de formation que Fastlane utilise et la partnership que nous avons avec eux. Et il y a aussi notre Fiona Allen, c'est l'instructeur, c'est une spécialiste solution architect. Donc, elle fera la présentation du webinaire et on aura aussi la possibilité de voir une petite démo qui vous donnera plusieurs des informations. Bon, vous pouvez poser des questions sur la chat ou sur la Q&A. Donc, si vous avez des questions pendant Fiona va présenter ou quand je présente quelque chose, n'avez pas d'hésiter. Vous pouvez sûrement faire les questions. Je donne le mot à Cynthia. Bonjour à tous, je prends la parole pour quelques petites secondes pour vous présenter Fastlane. Je pense que vous êtes nombreux déjà à être venus dans nos différents webinaires. On est très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce webinaire, cette fois-ci avec Red Hat. Red Hat, avec qui nous sommes partenaires depuis bien des années maintenant. Heu, Nous sommes Advanced Training Partner, hein, donc partenaire formation. Au-delà de ça, Fastlane, qui on est, je pense que vous connaissez à peu près, mais voilà, on est présent dans 90 pays avec, différentes langues. En France, nous sommes certifiés Calliope et on accompagne les entreprises, et bien dans leur montée en compétences, les demandes de certification, les formations et bien sûr, du consulting. On a beaucoup, on va dire, de formation dans notre portfolio, mais aujourd'hui, on voulait vous donner un petit overview de ce qu'on pouvait proposer avec, Red Hat autour de la virtualisation, comme l'a dit, Graziella un peu plus tôt. Donc, vous connaissez la slide, voilà. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Graziella, je te redonne la parole et encore une fois, merci d'être, parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Une petite vue sur l'agenda qu'on a aujourd'hui. Donc, Fiona commencera à vous parler de comment on se move de Hyper-V to OpenShift et pourquoi. Pourquoi c'est important de le connaître. Et en particulier la virtualisation et quelle est la question que vous devez faire attention parce qu'il est très simple, Fiona va vous démontrer ça, mais il y a des choses que vous devez connaître. La migration des virtual machine workload de Hyper-V to Red Hat OpenShift, vous verrez aussi ça. Comme j'ai dit au début, vous aurez aussi la possibilité de voir une petite démo qui vous donnera l'information sur comment installer OpenShift Virt et comment on crée des virtual machines dans une façon vraiment agréable. Et puis on parlera de la formation, c'est-à-dire de Learning Path for OpenShift. On parlerait d'une promo qu'il est active maintenant pour faciliter la migration de de VMware WebSphere to OpenShift Virtualization. On parlera aussi de la possibilité de voir tout ça dans le RHLS et on verra quels sont les bénéfices de tout ça. Bon, je ne veux pas prendre plusieurs de temps. Je donne le mot à Fiona qui peut commencer avec le webinaire. Merci Fiona. Merci, Graziella. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, on va parler de OpenShift aujourd'hui. Je vais, dans un premier temps, expliquer un peu le technique autour de OpenShift, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas trop de temps. On n'a que peut-être 40 minutes ensemble, donc je ne peux pas tout vous expliquer dans ce temps. Mais dans un premier temps, on a les différentes façons de faire les formations. On va revenir à ça plus tard dans la présentation.
Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est OpenShift virtualisation? Et pourquoi c'est important de comprendre comment ça marche et qu'est-ce que ça peut faire pour vous pour faciliter la vie? Alors, tout est commencé avec les conteneurs. Et pourquoi les conteneurs? C'est un peu le mot de les dernières 10 ans. Tout le monde veut faire une bascule vers les conteneurs. Mais pourquoi? Donc, dans un premier temps, les hyperviseurs traditionnels ou les applications traditionnelles qui sont basées soit sur les hyperviseurs ou sur le bare metal ou physique, souvent l'application en soi-même a besoin d'une machine virtuelle pour eux toute seule, pour que ça puisse marcher. Parce qu'il y a énormément de dépendances et il y a des librairies qu'il faut avoir. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut s'assurer qu'ils soient là pour que l'application en soi-même puisse fonctionner. Et donc, ça prend énormément de ressources au niveau compute, stockage, CPU. Et donc, quand on veut avoir une application qui puisse s'agrandir, ça veut dire qu'on va prendre encore plus, en plus de ressources. Avec les conteneurs, on a une situation ou une solution qui est beaucoup plus léger parce qu'ils exécutent qu'une seule process. On n'a pas besoin d'une machine virtuelle par niveau d'application ou même par application. Parce que souvent aussi avec les applications, quand c'est une application avec plusieurs niveaux, il faut avoir un hyperviseur pour chaque niveau de l'application. Une application a toujours énormément de prérequis. Donc, on a l'environnement d'exécution, les librairies, les dépendances, comme j'avais dit. Dans un environnement de multi-cluster, où on a peut-être la production, le développement, Q&A, tests, etc., il est quasiment impossible d'avoir les mêmes versions de tous ces prérequis partout, donc sur la production, sur le développement, sur les tests. Soit parce que c'est un environnement qui est géré par une équipe autre, ou parce qu'on n'a pas le temps, souvent c'est le cas, ou bien parce qu'on ne veut pas mettre le tout nouveau version de RHEL, par exemple, sous la production, tant qu'on n'a pas testé en développement. Donc, ça veut dire qu'une application qui marche très, très bien dans le développement ne marchera peut-être pas sur la production la première fois. Et donc, il faut faire pas mal de travaux pour que ça fonctionne. On n'a pas ce problème avec les conteneurs parce que le conteneur contient tout que l'application a besoin pour fonctionner. Et ça veut dire aussi qu'on peut avoir différentes versions de la même chose dans les conteneurs sur le même bare metal et on n'a pas de problème ni de sécurité, ni de les applications qui puissent s'affecter mutuellement. Donc, avec les conteneurs, comme j'ai dit, on peut créer des applications qui vont s'exécuter en toute sécurité sur tout type d'infrastructure, que ce soit bare metal, que ce soit cloud ou même un hyperviseur. Ça aussi, c'est possible. Donc, ça augmente considérablement la sécurité puisqu'on a tout qui dans cette petite conteneur qui n'affecte pas le reste du système. Ça veut dire aussi que le déploiement des applications devient beaucoup plus facile. Si moi, je peux lancer mon container avec mon application sur mon laptop et ça fonctionne, je sais que ça va fonctionner sur n'importe quel autre système où je peux faire fonctionner le container. L'application marchera. Là, il n'y a pas de doute. Il y a les réseaux à côté, etc. Mais bon. Donc, ça veut dire que le coût de gestion de l'application va diminuer et la fiabilité et la rapidité de récupération augmentent. Par exemple, si un container, on parle que d'OpenShift pour l'instant, donc si on a un container qui est sur OpenShift et ce container a un problème, que ce soit de réseau ou de stockage ou de quelque chose, et le container s'arrête, on peut le relancer très facilement, soit manuellement, ou OpenShift peut le faire automatiquement. Donc ça aussi, ça fait que la fiabilité de l'application augmente. C'est le concept de la théorie de la promesse.
Donc, par exemple, si on envoie une lettre par la poste, une fois qu'on a mis le timbre sur la lettre et la bonne adresse, et puis on le met dans la boîte aux lettres, on peut l'oublier. On n'est pas intéressé de savoir si ça part en train ou en avion, si ça prend un camion. On sait, normalement, que ça va arriver au bout. Comment ça arrive? On n'est pas intéressé. Et la plateforme d'orchestration, donc OpenShift, fait exactement la même chose pour les conteneurs. Donc, ça gère tous les problèmes qu'on puisse avoir avec un relance ou bien si on a une application qui a besoin d'avoir de plus en plus de ressources pendant un moment, l'orchestration d'OpenShift peut faire ça aussi. Donc, ça crée de plus en plus de containers. Et puis, une fois que la demande diminue, ben, ça enlève tous les containers qu'on n'a plus besoin. Par contre, les conteneurs ne sont pas une garantie de succès. Comme tout, on peut avoir des problèmes. La première chose, c'est que Kubernetes est très complexe, avec plein de composants qui doivent travailler ensemble. Donc, on a le control plane nodes, worker nodes, pods, on a le réseau du stockage. Donc, en fait, il faut s'assurer que l'application est construite correctement et que la plateforme d'orchestration est configurée correctement et qu'il n'y a pas de congestion sur les réseaux, qu'il y a assez de stockage, qu'il y a assez de ressources, etc. Et donc, c'est ça, les formations OpenShift va vous expliquer tout ça. Comment faire en sorte que les containers peuvent donner une garantie de succès. Alors, j'ai déjà parlé un peu de l'orchestration d'un container, mais en fait, c'est très facile. C'est l'optimisation de déploiement, de la gestion et de la mise à l'échelle et la mise dans le réseau des containers. Donc, ça veut dire que si on prend un exemple, on va dire que Netflix, par exemple, on va prendre quelque chose que tout le monde connaît. Le demande sur Netflix le vendredi et samedi soir va être beaucoup plus important que le lundi matin, soi-disant. Donc, ça veut dire que puisque la demande devient beaucoup plus importante, Netflix a besoin de mettre énormément de ressources derrière pour qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans leur salon, chez eux, en train de presser sur le bouton, mais il n'y a rien qui marche. Donc, c'est ça l'orchestration. C'est de s'assurer que quand la demande devient plus importante, l'application monte avec les ressources dont ça a besoin. Et quand les demandes diminuent, les conteneurs s'enlèvent et tout ça, c'est fait automatiquement par OpenShift. Donc, comme j'ai dit, Kubernetes, c'est une plateforme très, très intelligente, mais c'est très complexe, comme j'avais dit. Mais ici, on peut voir que la première couche qu'on va avoir, c'est Red Hat Enterprise Linux. On peut l'installer sur n'importe quelle infrastructure, que ce soit physique, virtuelle ou cloud privé public. Sur cette couche, on va mettre Kubernetes. Donc, on peut s'arrêter là. On peut se dire qu'on peut gérer tous nos conteneurs avec Kubernetes. C'est possible, mais ce n'est pas facile parce que Kubernetes fait de l'orchestration, mais ça ne gère pas facilement l'orchestration. Pour avoir cette facilité, il faut mettre OpenShift par-dessus. Et au-dessus de OpenShift, on peut avoir Cluster Services, on peut avoir Developer Services, on peut avoir pas mal de choses. Il y a une différence entre les conteneurs et les machines virtuelles, comme j'avais dit. Les processus des conteneurs, comme j'ai dit avant, sont isolés dans le conteneur propre. Rien ne se passe en dehors de ce conteneur pour l'application. C'est tout là-dedans. Les conteneurs n'ont pas besoin d'un hyperviseur, comme les virtual machines, puisque le conteneur encapsule la couche logicielle au-dessus du système d'exploitation requise pour exécuter l'application et le composant de l'application. Par contre, une machine virtuelle encapsule le système d'exploitation en lui-même, plus toutes les couches de software et les multiples applications par-dessus.
Les containers contiennent toutes les binaires, les librairies et les outils nécessaires pour faire fonctionner l'application, comparé à l'hyperviseur, qui est une réplication digitale si on veut d'une machine physique. Par contre, les conteneurs sont éphémères. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a supprimé un conteneur, c'est supprimé. Avec OpenShift, bien sûr, on peut le recréer, on peut le redéployer très, très facilement. Mais il faut savoir qu'ils sont éphémères. Donc, le stockage, il faut que ça soit fait ailleurs. Le container supporte l'évolutivité granulaire avec les microservices qu'on a vu un peu sur le slide avant. Donc, on a service mesh et puis on a d'autres services qu'on puisse mettre aussi sur OpenShift pour gérer cette granularité des conteneurs. Pour les machines virtuelles, la mise à l'échelle peut être coûteuse parce que c'est un hyperviseur à chaque fois et un passage vers le cloud sera problématique à cause de cette évolutivité rentable. Donc, on peut créer les containers beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus légers, ils sont moins compliqués. Les hyperviseurs, malheureusement, ça prend énormément plus de ressources. Mais ce slide explique pourquoi on a toujours énormément de machines virtuelles. Donc, on a, je ne sais pas si c'est clair, donc le bleu foncé en bas, c'est l'augmentation de l'utilisation des conteneurs de 2016 à 2025. Donc, 2025, on ne sait pas encore, mais on imagine. Les VM, c'est le bleu clair et bare metal, c'est vert. Donc, on utilise encore un peu, mais on sait que c'est de moins en moins. Mais quand on voit les différences entre les conteneurs et les machines virtuelles, on peut voir qu'il y a quand même plus de machines virtuelles, donc hyperviseurs, utilisées que conteneurs. Alors, il faut se demander pourquoi. Et il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est historique. On a l'habitude de créer les applications sur les hyperviseurs. Et donc, on a déjà cette connaissance, si on veut, dans une boîte. Par contre, peut-être on ne connaît pas les conteneurs. Peut-être on ne sait pas comment ça marche. Donc, on n'a pas ces connaissances. Deuxième chose, ça peut être très, très compliqué de prendre une application existante qui marche sur un hyperviseur et le faire marcher sur un conteneur, surtout s'il n'a pas les connaissances. Ça peut être très coûteux. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, les boîtes, ils ont tendance à dire, bon, OK, pour les nouvelles applications, on va partir avec les conteneurs. Mais par contre, pour les anciens, sous hyperviseur, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les connaissances? Est-ce qu'on a l'argent? Et c'est quoi la vie de cette application? Si c'est une application qui va vivre encore 5 ans, ça ne vaut pas la peine. On laisse tranquille. Par contre, si c'est une application qui va être améliorée au fur et à mesure, qui va être réutilisée et réutilisée, qui va toujours avoir une sens en 10 ans, là, peut-être on va se dire, ouais, c'est une bonne idée d'essayer de le mettre au conteneur. Mais avant que l'utilisation de conteneurs dépasse l'utilisation du hyperviseur, je pense qu'on a encore un bon 5-10 années. Donc, ce qui est important, c'est de savoir maintenant, parce qu'on sait qu'il y a un réel problème avec les connaissances des gens, avec le coût, etc. C'est que maintenant, avec OpenShift et KubeVirt, on peut prendre les machines virtuelles et on peut les mettre dans les conteneurs. Donc, ça résout pas mal de problèmes. Les hyperviseurs et les conteneurs ne sont pas, il n'y a pas énormément de différence parce qu'ils ont tous besoin de compute, des réseaux, de stockage, etc., etc. Mais c'est la façon dont l'application marche avec les hyperviseurs, de le faire marcher sans hyperviseur dans un conteneur qui est difficile.
Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bon, on va prendre notre application et on va le mettre dans un conteneur avec l'hyperviseur. Comme ça, on n'a pas besoin de passer énormément de temps sur cette application, mais on aura tous les avantages de l'orchestration d'OpenShift pour cette application. Donc, j'ai parlé juste avant de KubeVirt. Donc, KubeVirt, c'était un projet qui était démarré en 2016. C'est bien sûr open source aussi. C'était créé par Red Hat justement pour permettre les virtual machines de marcher sur les mêmes plateformes que les containers. Donc, on peut avoir un container avec une application traditionnelle hyperviseur à côté d'un container avec une nouvelle application sans hyperviseur. Et puisque tout ce qui se passe sur l'application reste dans ces containers, il n'y a pas de problème qui sont sur les mêmes plateformes. Alors, j'ai un peu expliqué ça déjà. Alors, pourquoi mettre le hyperviseur dans le container? La réalité, comme je disais avant avec cet autre slide, c'est que le physique et le virtuel et les machines physiques et virtuelles vont nulle part pour l'instant. On n'est pas dans un monde où demain, tout va être dans un container. Donc, on a encore 5, 10, 15, 20 ans, qui sait, qu'il faut gérer justement le monde avec physique, virtuel et container. Mais si on peut mettre les hyperviseurs dans le container, on prend déjà une première étape pour passer dans un monde où on a moins de physique à gérer, qui est plus rentable, c'est plus facile. Et on a encore les hyperviseurs, bien sûr, mais dans un container. Donc, après, ça peut faire qu'une fois qu'on a compris comment l'application marche avec son hyperviseur dans un container, on peut plus facilement imaginer comment ça peut marcher sans l'hyperviseur dans le container. Et donc, ça fait que de migrer une application d'une situation de hyperviseur sans hyperviseur, ça peut être beaucoup plus facile. Et ça fait aussi qu'on peut avoir les machines virtuelles et les conteneurs qui sont gérés par la même gestion, donc en ce cas, OpenShift. Donc, ça veut dire que les administrateurs ou les opérateurs, ils ont besoin de connaître qu'une seule management plane, OpenShift. Et avec ça, ils peuvent gérer toutes les applications. Donc, ça rend les tâches encore plus faciles. Pardon. Alors, pour les développeurs, on sait qu'il y a certaines applications qui sont juste pas, qui jouent pas bien avec les autres. C'est pas compatible avec d'autres, donc on ne peut pas avoir deux applications sur la même plateforme ou sur le même hyperviseur ou sur la même machine physique. Donc, d'essayer de moderniser ce genre d'application. Encore, on revient, ça coûte cher, c'est difficile, il faut avoir les connaissances. Donc, avec KubeVirt, on peut faire cette première étape de mettre les hyperviseurs dans le container et de le faire gérer sur la même plateforme avec les autres containers avec OpenShift Virtualization. Alors, justement, on va parler un peu. Donc, OpenShift Virtualisation, ça va simplifier donc la gestion de toutes vos applications. Ça veut dire qu'on a un temps de développement aux productions qui est beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on sait que le temps entre qu'on développe quelque chose, qu'on le teste et qu'on le met en production, ça devient de plus en plus petit. Dans le passé, on avait des mois, des années entre le concept et la mise en production, mais aujourd'hui, avec CI/CD, etc., on est en train d'améliorer ce qu'il y a déjà en production quasiment tous les jours. Alors, OpenShift et OpenShift Plus incluent RHEL VDC. VDC, c'est Virtual Data Center. Et avec VDC, vous pouvez avoir autant de support, de entitlement pour RHEL que vous voulez. Il n'y a pas de limite du tout. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 applications ou 1000 applications,
ça ne change rien pour nous. C'est exactement le même support et subscription qu'il faut avoir. Donc, le parti bleu qu'on voit ici, c'est autre virtualisation. Donc, ça peut être VMware, ça peut être Microsoft, ça peut être Red Hat Virtualisation, ça peut être OpenStack. Mais ça, c'est pas compté donc dans le subscription de VDC. Le VDC, ça permet les déploiements, comme dit, le nombre c'est illimité, donc pour les environnements virtualisés par les hyperviseurs, donc pris en charge. Comment on fait? Comment ça marche? Alors, on rentre un peu plus dans le détail de technique. Kubernetes, avec Kubernetes, on peut créer les opérateurs. Et dans le démo, je vais vous montrer comme c'est facile, en fait, de installer l'opérateur qu'il faut avoir pour OpenShift Virtualisation. En fait, ces opérateurs sont utilisés comme extension de Kubernetes pour créer, configurer et gérer un cycle de vie des applications complexes. Et avec ces opérateurs, on peut faciliter le déploiement justement de tout ce qui est virtuel, que ce soit hyperviseur, container, etc. Et ça, je vais vous montrer l'opérateur après dans le démo. Cet opérateur va aider donc le provisionnement, comme j'avais dit, le déploiement, et on peut aussi faire backup et restore avec aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va voir ça dans le démo. Donc, comment installer le OpenShift Operator et exactement comment ça marche. Et je vais aussi vous montrer comme c'est facile de créer une VMware, donc une machine virtuelle avec hyperviseur normal, mais dans un container. Et ça, c'est aussi, donc, on peut voir, ça c'est le dashboard donc, d'OpenShift. On peut voir la virtualisation, on va là-dedans. Et ici, on peut voir donc toutes les machines virtuelles avec hyperviseur qui étaient gérées et qui sont gérées par OpenShift en soi-même. Mais ça, on va voir pendant la démo plus facilement. Alors, on a un toolkit d'immigration pour la virtualisation. Pour comprendre, ça permet de migrer une machine virtuelle d'une plateforme à une autre. Ce que ça ne va pas faire, c'est de migrer une application qui utilise aujourd'hui un hyperviseur vers un container sans hyperviseur. On n'est pas encore là, malheureusement. Mais on fait du support pour 3 types de machines virtuelles, donc VMware vSphere, Red Hat Virtualisation et OpenStack. OpenStack, c'est toujours en tech preview. Donc, ça veut dire qu'on est en train de le tester, ça marche, mais peut-être avec quelques petits trucs qu'il faut faire en plus que cliquer sur un bouton. Pour les deux autres, on clique sur un bouton quasiment et c'est fait. Donc, ça veut dire que si vous avez énormément d'applications et vous voulez faire une migration en masse, d'un hyperviseur vers OpenShift Virtualisation, on peut le faire avec donc cette toolkit de migration. Le toolkit s'est installé aussi en tant qu'opérateur sur OpenShift. Il y a 2 types de migration, froid et chaud. En termes de défaut, on préfère le défaut et on préfère que ce soit à froid. Donc, ça veut dire qu'on arrête les machines, on fait la migration et on redémarre les machines. Pour OpenStack et Red Hat Virtualisation, on n'a que au froid que ça marche. De VMware et HV, il faut que je vois le deuxième ligne là, je ne suis pas sûre. Mais de vSphere, en tout cas, on peut faire une migration à chaud. Donc, ça veut dire que l'application tourne, ça continue de tourner. On copie la data sur OpenShift
Et une fois que l'application est sur OpenShift, ça continue de marcher. Normalement, on ne voit pas de dégradation de l'application. Une fois que c'est migré complètement, on peut supprimer celle qui était sur vSphere. Donc, ça marche, mais comme dit, le défaut et les préférences, c'est à froid. On a moins de soucis quand on fait à froid parce que quand on copie la data, si ça change pendant le copie, on peut avoir quelques bémols. Alors, oui, j'ai le temps. Je vais faire les démos. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est le catalogue de Red Hat. Si on a une subscription RHLS et on se log, on va arriver sur une page comme ceci, où on peut avoir toutes les cours, toutes les formations, donc on a différentes catégories, donc DevOps, plateforme, etc., etc. On peut chercher par produit aussi. On peut chercher par format. Donc, on a les Expert Extra, on a les formations, on a Lab Plus, on a les examens et on a aussi différents langages. Donc, ça, c'est juste un intro très, très vite au RHLS. On peut chercher, par exemple, juste pour OpenShift. Et là, on peut choisir donc catégorie, dans Delivery Format, on va prendre juste les formations. Et là, on a toutes les formations qui concernent OpenShift. Et on a beaucoup qui concernent OpenShift. Mais aujourd'hui, on est intéressé par les DO 316. Donc ça, c'est le Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization. Donc ici, dans le cours, on a le contenu. On a le cours, donc avec les vidéos, etc. Et on a ici le lab. Donc, je vais juste vérifier. Oui, autostop 3 heures. Ça ne va pas s'arrêter pendant le démo. Donc, on crée une lab virtuelle pour chaque personne. Donc, ça, c'est un OpenShift cluster avec tout ce qu'il faut pour rajouter les opérateurs, pour faire gérer les conteneurs. Il y a du stockage, il y a plein de choses là-dedans. Donc, ça, c'est notre classe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est donc d'aller maintenant dans Red Hat OpenShift. Donc, quand on met l'utilisateur et mot de passe, on arrive sur cette page ici. Sur cette page, on peut voir donc toutes les informations du cluster, le status, si on utilise Insights, par exemple, on n'utilise pas. On a le cluster inventory, donc tout ce qu'il y a sur cette cluster. L'utilisation, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse, donc, c'est ce fameux opérateur pour installer virtualisation. Donc, j'y vais dans Operator Hub. Et on a plein de choses. Donc, on va chercher par virtualisation. Et ici, je peux voir, donc, on a l'opérateur OpenShift Virtualization. Donc, je clique dessus. Je clique sur Install. J'ai toutes les informations de la version, etc., le namespace, le mode, le update, que ce soit automatique ou manuel. Et je clique sur Install. OK. Ça prend environ 4 minutes pour l'installer. Donc, pendant ce temps, je vais retourner donc dans mes slides et on va continuer. On va revenir donc vers cette démo. Et pendant que ça installe l'opérateur, on va parler un peu de Learning Path pour OpenShift et OpenShift Virtualisation. Donc, comme je dis, la technologie entre des hyperviseurs, des applications anciens et le monde du conteneur, il y a énormément de choses à apprendre en tant qu'admin, en tant qu'opérateur, mais aussi en tant que développeur. Parce que la façon qu'on va développer les applications
pour marcher dans les containers sans hyperviseur change beaucoup de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, pour essayer d'avoir des connaissances basiques de Kubernetes et OpenShift, ça, c'est la base. Il faut comprendre ça avant de continuer dans les autres formations. Comme je vous ai montré sur donc RHLS, on a énormément de formations OpenShift, mais les bases sont très, très importantes. Donc, que vous soyez un système admin, cloud admin, DevOps, développeur, il faut avoir les fondations. Donc, ça, c'est vraiment la base de Kubernetes et OpenShift. Et après, on peut aller dans les formations core pour justement faire une expansion de ces connaissances. Après, on a les cours avancés. Et après, on a donc le RHLS que je vous ai montré, qui est Continuous Learning. Donc, ça veut dire que pendant 1 an, vous avez une subscription à cette plateforme, plus le LMS, plus beaucoup de choses qui viennent avec. Et vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. 10 minutes ici, 1 heure avec ça. J'ai envie de faire, on a les choses qui s'appellent Break Lab. Donc, ça, vous allez casser quelque chose et vous allez le faire réparer. Vous allez comprendre comment justement faire réparer quelque chose qui est cassé. On a des spécificités sur troubleshooting, etc. On peut utiliser aussi les training units de Red Hat pour toutes ces formations, y compris RHLS. Donc, on a 2 skills paths, donc chemin, pour OpenShift. On a 2 tracks, donc administration et développeur. Pour les 2, on préconseille d'avoir la certification de Red Hat Certified System Administrator ou bien les connaissances dans cette cours. Pourquoi? Avec les 2 tracks, on va utiliser énormément le command line. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être chaque fois un GUI, on clique sur les choses, etc. Souvent, on va taper les commandes et ils vont être longs comme ça. Et après, pour essayer de faire du troubleshooting ou du logging ou reporting et tout ça, ça c'est fait dans command line. Donc, ce n'est pas fait forcément dans le GUI. Après, on a un cours qui est gratuit. Donc, c'est Deploying Containerized Applications Technical Overview. C'est 2 heures. C'est gratuit. Et c'est pour avoir un premier niveau de connaissance sur les containers et Kubernetes. Ensuite, on a le track d'administration. Donc, on a Red Hat OpenShift 1 qui explique les containers et Kubernetes. Ça, c'est 4 jours ou bien 5 jours si on fait virtuellement. On a le 2e niveau, donc l'opération d'un cluster Kubernetes. On a une certification, si c'est intéressant pour vous. Et ensuite, on a, si on a besoin de faire du scaling, de justement ce déploiement de Kubernetes, donc d'avoir plusieurs clusters. Graziella, si vous avez quelque chose à rajouter, faites-moi juste signe et vous pouvez. Non, non, pas de problème, allez-y, allez-y. OK, merci. Dans le track pour les développeurs, on a l'introduction au container avec Podman. Et on a aussi, donc après, on a le 2e niveau qui est spécialiste dans les containers et Kubernetes. Et on a les certifications pour les 2. On va juste vite fait retourner voir. Ah, OK. Donc, notre opérateur est installé. Donc, maintenant, il faut créer cette plateforme hyperconverged. Donc, je clique dessus pour le créer. J'espère que c'est assez grand, vous arrivez à voir. Et on ne va pas lire toutes les informations, hein. Mais après, je clique sur Create. Et ça aussi, ça va prendre quelques minutes. On va voir normalement le statut devrait commencer à changer. Voilà. Donc maintenant, c'est en progressing. OK. On va le laisser travailler tranquillement. Ça aussi, ça prend quelques minutes. Et on retourne sur nos slides. Donc, le schéma ici, ça vous montre donc les prérequis en rouge, les cours en bleu clair, les certifications
en bleu foncé. On peut avoir aussi donc, des bootcamps. Donc, j'y retourne juste un moment. Donc, si on prend tous ces cours un après l'autre, et on les prend en physique, donc dans une classe, il faut compter 12 jours pour l'administrateur et 7 jours pour le développeur. Mais ce qu'on peut faire, imaginons que vous avez déjà une petite compétence sur tout ce qui est Kubernetes, déjà, vous comprenez les conteneurs, vous connaissez un peu aussi Podman. C'est fort possible qu'on puisse faire donc les 2 premiers niveaux d'administration, plus le virtuel en 10 jours. Et ça s'appelle un bootcamp. Donc, on va prendre les parties les plus intéressantes pour vous de ces 3 cours et de le mettre dans une formation de 10 jours. On comprend chez Red Hat que de mettre quelqu'un à côté pendant 12 jours pour les formations, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a les clusters de production il faut qu'ils marchent tous les jours. Donc, on essaye de trouver des solutions justement pour que vous puissiez avoir le même niveau de formation, mais en un peu moins de temps. Pour faire ceci, ce qu'on va faire, on appelle ça un scoping. On va s'orienter vers vous pour savoir déjà toutes vos connaissances. Où est-ce que vous n'avez pas besoin, par exemple, les basiques sur Podman? OK, on peut mettre ça de côté parce que vous comprenez déjà. Donc, on est très flexible de trouver la solution de formation pour vous qui va marcher le mieux pour vous. Donc, on peut faire un bootcamp soit pour l'administration, soit pour, bien sûr, les développeurs. On peut aussi faire, imaginons qu'on connaît déjà OpenShift, etc., mais c'est la partie virtualisation de ces hyperviseurs qui vous intéresse le plus. On a aussi juste une formation de 3 jours, Managing Virtual Machines with Red Hat OpenShift Virtualization. On parle que de ça. Donc, le démo que je viens de voir, ça fait partir de ce cours. Pour faciliter la migration à OpenShift Virtualisation, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une promo très valide qui va durer jusqu'à la fin d'août et c'est une promotion de 60%, c'est-à-dire vraiment très réduit. Il est valable pour le New Bundle, que c'est le DO 3.16, 7, et on a dedans le cours qui avant Fiona a visionné, le DO 316, mais c'est en version SP, c'est-à-dire self-place, pas dans la classe. Et puis, il y a aussi l'examen IX 316. Tout est dans cette promo, donc très, très intéressant, qui donne vraiment un prix incroyable pour faire de la formation et pour avoir toutes les informations nécessaires pour faire la migration. Tu peux changer la slide, Fiona? Oui. Donc, ici, vous avez les exemples de prix. Donc, vous avez aussi un QR code, vous pouvez le scanner, le vérifier et voir la promotion, comment ça marche. Mais c'est-à-dire que le New Bundle est déjà disponible avec le prix réduit. Et vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'acheter jusqu'à la fin d'août. Ici, il y a l'exemple avec les différentes régions, donc c'est-à-dire que on voit le prix qui est disponible maintenant, que c'est très intéressant. Je te donne à nouveau le mot, Fiona, pour parler de deux cours particuliers aussi, c'est ça? Non. Oui. Je retourne au démo. OK, ça marchait. Donc, on peut voir le statut ici, maintenant, c'est complete. Donc, on peut aller donc, je n'ai pas montré ça avant, mais maintenant, on a un nouveau tab qui s'appelle virtualisation. On peut cliquer dessus et on peut aller dans le catalogue. Et dans ce catalogue, on peut voir toutes les templates par défaut pour tout ce qu'on puisse créer. Donc, moi, je vais prendre Fedora, par exemple. Je vais cliquer dessus. Donc, ça va créer
une machine virtuelle avec hyperviseur dans un container. Et vous allez voir comme c'est vite. Donc, on peut, bien sûr, ça c'est le template. On peut changer les templates si on veut. On va prendre par défaut pour la vitesse. Donc, un CPU 2 GB de mémoire. Je clique sur Quick Create. Et ce qu'on puisse voir ici, donc, c'est Provisioning. Et on peut voir le console. Pour l'instant, ça ne fait rien parce qu'on est toujours dans Provisioning. Donc, on va retourner vers nos slides. Hop. Oui, donc on a aussi le Technical Overview pour le kit de migration. Donc, l'audience pour ça, ça peut être, vous êtes chef de projet et ça vous intéresse de savoir dans un haut niveau pourquoi c'est intéressant pour moi, pour ma société, pour mes applications, pour mes équipes. Peut-être vous êtes architecte et vous voulez savoir plus exactement comment ça marche. Peut-être vous êtes administrateur déjà d'une cluster OpenShift et votre management décide de mettre donc tous les hyperviseurs par-dessus et c'est un nouveau travail pour vous, vous devez gérer tout ça. Donc, on va expliquer dans cette technical overview comment ça marche, la migration en soi-même, l'architecture d'OpenShift, comment l'installer, je viens de le faire, vous voyez, ça se passe très, très vite, sans souci, comment vous pouvez créer donc les virtual machines, etc., etc. Et à la fin, vous devez être, vous allez comprendre exactement cette partie d'OpenShift marche et ça va aussi vous aider à vous préparer si vous allez après faire d'autres formations pour OpenShift. Vous avez déjà un bon connaissance de tous les fondamentaux de la virtualisation. Alors, juste avant de parler de ça, on peut voir maintenant notre console. Voilà. Donc là, en quelques minutes, vraiment, on peut voir que, bon, on a vu le prompt, hein, il n'est plus là. Attendez, je vais revenir dans Virtual Machine. Hein, on voit que c'est running. On va recliquer dessus. On va prendre console. Touche plus. OK. Donc, on peut voir qu'en quelques minutes, j'ai installé l'opérateur. Je crée la plateforme Hyperconverged et j'ai créé mon première machine avec hyperviseur dans un container. En moins de, je vais dire, 10 minutes, c'est clair. Donc, vous voyez comme c'est facile, une fois qu'on sait utiliser cette plateforme, comment ça peut être facile pour vous de manipuler tout ce qu'on puisse faire avec OpenShift. Donc, on revient vers Subscription. Graziella, tu veux prendre ça? Absolument. Oui, Merci. bien sûr. Vous savez, je pense que vous le savez déjà, donc on a une solution qui est la Red Hat Learning Subscription. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est tout le catalogue, c'est-à-dire vous avez ici tous les cours relatifs à Red Hat, pas seulement les cours relatifs à OpenShift ou à OpenShift Virtualization, mais tous les cours. Et la subscription à la durée d'une année. Donc, vous avez toute une année pour faire de la formation. On a des différents modèles de Learning Subscription. Si on va à la slide successive, on a cette explication. Donc, on a 3 niveaux de Learning Subscription. Et on a, est-ce que tu peux changer la slide, Fiona, Oui, bien s'il sûr. te plaît? On a le basic, c'est-à-dire c'est un niveau de Learning Subscription vraiment élémentaire. Il a tout le catalogue, mais pas d'autre chose. Puis il y a le standard et le premium. On a aussi le developer que c'est très, très similaire avec le standard, où on a tout le catalogue toujours, mais on a aussi des examens. Donc, on peut aussi faire de la certification avec la Learning Subscription. Et puis, on a le laboratoire disponible pour
l'année. Et aussi dans le développeur, on a des choses un petit peu différentes, mais on a presque la même chose. La nouveauté qui a été présentée l'autre année au début, c'est le Premium. Et ici, il n'y a pas seulement tous les catalogues, pas seulement les chats avec les experts, mais aussi des sessions virtuelles avec l'instructeur. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a une programmation de cours, de petits cours, où un instructeur parle d'une... il y a des titres et il va traiter ce sujet. Par exemple, s'il y a le sujet virtualisation, il va parler 3 heures de virtualisation. C'est live, donc c'est-à-dire que les personnes qui ont la Learning Subscription Premium reçoivent cet email et ont la possibilité de participer à ces cours qui sont organisés de Red Hat. On a, pour terminer, 2 possibilités comme licence, c'est-à-dire il y a la licence individuelle, donc une personne qui achète une Learning Subscription et l'utilise pour soi-même. Et on a aussi la Learning Subscription for Enterprise. Ça, c'est pour les compagnies qui ont plusieurs de 100 personnes qui doivent être formées sur Red Hat. C'est-à-dire, c'est normal que les prix changent beaucoup, mais avec l'Enterprise, on a une grosse réduction de prix si on considère la situation de l'individual. Soit l'individual, soit l'entreprise a les modalités que vous voyez dessous, donc Basic, Standard et Premium. Bon, je pense qu'on a presque terminé. Oui, Fiona, est-ce que tu veux voir la situation ou je termine avec cette slide? Tu peux terminer, Graziella. Bon, ça va. Pourquoi c'est vraiment ça, c'est skill training maintenant? Mais c'est parce que le moment est très particulier, c'est-à-dire c'est un investissement tangible parce qu'il va réaliser une solution très simple comme tout le monde sait que VMware a été acheté pour Broadcom et Broadcom a changé beaucoup les prix, a augmenté beaucoup les prix et a commencé à utiliser les subscription models qui n'étaient pas utilisés par VMware WebSphere. Donc, ça va impacter beaucoup sur les coûts des entreprises, que c'est normalement une chose que les entreprises essayent de réduire, pas d'augmenter. Et c'est très important de le faire maintenant, parce que maintenant, il a le problème. Donc, il a la nécessité de faire une migration et comme Fiona vous a démontré, vous a dit, c'est très simple avec OpenShift Virtualization. Et puis, il faut se rappeler qu'on a aussi la promo valable jusqu'à la fin d'août. Donc, c'est très intéressant de savoir quelque chose en plus sur la virtualisation. Bon, Fiona, je pense qu'on a terminé. Donc, si tu as quelque chose à ajouter, c'est bien. Autrefois. Non, je vois juste qu'il n'y a aucune question. Donc, non, il n'y a pas. Soit ça veut dire que j'ai tout expliqué parfaitement, ou bien je ne pense pas à l'autre cas. Donc, si vous avez des questions maintenant, je peux les prendre. Sinon, sinon, vous pouvez les envoyer à Cynthia et Cynthia vous les envoie à nous et nous pouvons vous répondre aussi dans un autre moment. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir fermer la session. Oui, je pense ça. Et remercier bien sûr Fiona et toi Graziella pour votre temps. Merci à toi, Cynthia. Oui, et merci à tous nos participants. Oui.